Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre la télévision rwandaise, la grande édition de ce jeudi 27 juin. Avec à la présentation, moi-même, Jean Damascène Manichimwe. Sans transition, nous passons au développement de ce journal. 6e jour de la campagne électorale en vue des présidentielles et législatives combinées du 15 juillet prochain. Le candidat du FPR, Ingotanyi Paul Kagame, était au sud du pays où il a rassuré que le statut de réfugié a été supprimé à jamais pour tous les Rwandais. Je vous propose de suivre l'ambiance qui régnait à Huye, c'est au sud du Rwanda, ce matin. Devant des milliers de membres du FPR Ingotanyi venus essentiellement des districts de Nyaruguru, Gisagara, Nyanza et Huye au sud du pays, mais aussi rejoints par des milliers d'autres venus d'un peu partout au Rwanda, Paul Kagame, le président du FPR Ingotanyi et candidat du parti, a exprimé sa gratitude à la population locale pour son concours à l'édifice du pays dans ces 30 dernières années. Le président Kagame a affirmé que les grandes réalisations enregistrées se multiplieront sans recul. S'appuyant sur le problème des réfugiés qui a marqué le Rwanda par le passé, le candidat du FPR Ingotanyi a montré que cette page sombre est définitivement tournée pour tout Rwandais. Nous avons vécu ensemble depuis longtemps, sans que nous nous connaissions. Et sûrement que nous étions les mêmes. Et nous aurions dû nous connaître bien, mais certains d'entre nous ne vivaient pas ici, mais plutôt à l'étranger comme réfugiés, pour des raisons que je ne voudrais pas détailler ici, et heureusement qui ne se reproduiront jamais, comme vous le dites. Cela ne se reproduira jamais pour tout le monde. Ce problème a été résolu une fois pour toutes. Il a été résolu à jamais par vous et par nous-mêmes ensemble. La plupart d'entre vous, même si vous n'étiez pas encore nés, nous étions tout de même ensemble. Car après votre naissance, nous sommes bien ensemble. Nous marchons dans une même voie et cette histoire ne se répétera jamais et grâce à vous. Dans son allocution, le président Kagame a également présenté ses condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie suite à un accident de la route, survenu ce matin à Huye au sud du pays, exhortant par là les membres des FPR Ingotanyi à faire preuve de modération dans des manifestations de joie. Je voudrais vous inviter à faire tout ce qui est possible pour que cette joie et la tâche qui est devant nous se passent normalement. Bien entendu, il y a des accidents qu'on ne peut pas empêcher, mais on peut tout de même les limiter. Ceci parce que même la fois passée, dans les premiers jours de notre campagne, il y a eu une bousculade qui a coûté la vie à 2 personnes. Je dirais que même une seule personne ne devrait perdre sa vie dans de telles circonstances. Les gens meurent, mais ils devraient l'être naturellement. Je voudrais donc vous le rappeler et vous exhorter à l'éviter dans la mesure du possible, tout en présentant nos condoléances à ceux-là qui sont éprouvés. Après Huye au sud du pays, le candidat président Paul Kagame a poursuivi sa campagne au district de Nyamagabe voisin, où s'était également rassemblée une foule immense de membres du parti FPR Ingotanyi, mais aussi de 8 autres partis qui appuient la candidature du président Paul Kagame. Et toujours à ce propos, le candidat indépendant Philippe Maïmana est élu en Ngororero, c'est à l'ouest du pays.
plus précisément au centre de Kabaya, et par après il s'est rendu au district de Muhanga, c'est au sud du Rwanda, comme nous l'indique ici Amandine Ndikumasabo. Le candidat indépendant au poste du président de la République du Rwanda en district de Ngororero au centre de Kabaya a procédé à la campagne électorale pour les présidentielles de juillet 2024. À ce centre, de nombreuses personnes prêtent attention aux intentions et projets du candidat Philippe Maïman. Nommer les femmes au poste de ministre n'est pas suffisant. Si une femme rurale peut être chassée de la maison après une dispute avec son mari en laissant un enfant à la maison, je souhaite que selon la loi, une pratique pareille soit interdite et si nécessaire que ce soit le mari qui part car l'enfant doit grandir en famille là où il est né. Pour la réduction du taux d'intérêt en rapport avec les crédits bancaires jusqu'à moins de 10%, cela faciliterait les clients qui sont les citoyens, raison pour laquelle le pays qui prend en charge les citoyens doit protéger les intérêts du client. Il ne doit pas laisser les investisseurs prospérer comme bon leur semble, les clients doivent en bénéficier largement. Le candidat Philippe Maïman a continué la campagne électorale à Muhanga. Dans ses activités de campagne, Philippe Maïman a mis un accent sur les questions de promotion des médias, le fait que les étudiants qui sortent du lycée devraient d'abord rejoindre l'armée rwandaise pendant au moins 6 mois. Il est également revenu sur la promotion de l'emploi. Et le troisième candidat à la présidentielle, Franck Habineza, du Parti démocratique vert, a poursuivi sa campagne au district de Nyanza, c'est également en province du Sud, comme nous le détaille ici Kassim Youssouf. En se présentant à la population présente à son activité de campagne électorale, le candidat du Parti vert, le Dr Franck Habineza, qui est la solution et l'espoir des Rwandais. Il a indiqué qu'en ce qui concerne la préservation de l'environnement, le Parti vert se consacre sur ce qui est utile aux habitants du monde et toute la biodiversité de la planète. Les membres du Parti vert ont indiqué à la population présente que leur désir est de faire tout ce qui est possible pour que Franck Habineza soit élu président de la République, pour que ce qu'il désire réaliser pour les Rwandais soit une réalité. Dans son allocution, le candidat président Franck Habineza a félicité les instances administratives et les habitants du district de Nyanza pour l'accueil qui lui a été réservé, ajoutant que la promesse qu'il leur a promise n'était pas facile, mais qu'elle a été réalisée à hauteur de plus de 70%. Il a dit qu'ils sont un parti qui dit la vérité, un parti qui ne s'adonne pas aux mensonges, et qu'ils sont confiants d'atteindre tous les autres objectifs qu'ils se sont fixés. Le candidat président Franck Habineza a également félicité les parents qui contribuent au programme qui consiste à nourrir les enfants à l'école, ajoutant que le Parti vert a fait le plaidoyer pour que ce programme soit mis en place et qu'il est maintenant effectif dans tout le pays. Il a en outre dit aux habitants de Wusoro que les bons marais qui se trouvent dans leur zone devraient être exploités en y pratiquant l'agriculture et l'élevage moderne, ajoutant que cela ne sera possible que si un fonds d'appui à l'agriculture et l'élevage ne soit mis en place pour que les habitants puissent avoir du capital à investir. Mercredi, le Parti vert a mené sa campagne électorale dans le secteur de Mimuri en district de Nyagatare et à Rwagitima dans le district de Gatsibo. S'adressant à la population, le candidat président du Parti vert, Franck Habineza, a assuré aux citoyens de la province de l'Est son soutien pour la récupération et la conservation des lots de pluie et a promis de l'eau potable à ceux qui n'en ont pas accès. Nous avons des rivières et des lacs, mais le problème est que nous cultivons toujours en fonction de la pluie. Et s'il y a du soleil, nous arrêtons de cultiver. Nous allons nous servir de nos compétences et nos connaissances pour récupérer et conserver l'eau de pluie pour qu'elle soit utilisée pour irriguer les cultures. En Inde, par exemple, la saison de pluie est unique et pour cela on récupère l'eau de pluie et on la conserve pour toute l'année. L'accès à l'eau potable est également essentiel et si nous remportons les élections, nous veillerons à ce que chaque Rwandais dispose d'au moins 5 jerrycans d'eau par jour.
gahunda dufite ni uko twifuza yuko buri munyarwanda wese azagira amazi meza yo kunywa nibura ku munsi leta ikamenya ko umunyarwanda agomba kujya nibura injerekani 5 ku munsi. Ce vendredi, le Parti vert mènera sa campagne électorale en district de Ruhango, en province du Sud. Et après cette actualité de la campagne électorale en vue des présidentielles de juillet prochain, retour ici au studio où nous sommes rejoints par un écrivain français, Daniel Lescornet. Daniel, bonjour et bienvenue à cette grande édition. Merci. Oui, Daniel Lescornet est un écrivain, il a beaucoup écrit et nous l'avions accueilli un autre jour où il nous parlait de Sitigariété Conté. Alors aujourd'hui, nous allons parler du livre précieux que vous avez co-rédigé avec 13 membres d'Avega, 13 membres fondatrices d'Avega à Garozo. Et le livre s'intitule « Entendez-nous ». « Entendez-nous », un livre précieux qui contient des témoignages. Et nous allons parler du contenu de ce livre. Et pour commencer, avant même de parler de ce livre, nous venons de suivre ensemble la campagne électorale. Exactement. Qui est à sa 6e jour ici au Rwanda. Daniel, je sais que vous avez beaucoup voyagé, vous connaissez l'Afrique. Et ce n'est pas la première fois que vous êtes en Afrique. Qu'est-ce que vous avez constaté après ces 6 jours de campagne électorale au Rwanda? Bien, déjà, un pays en paix, paisible, avec beaucoup d'enthousiasme, parfois un peu débordant, mais je pense qu'il y a de la gravité aussi, parce que pour la première fois, ce sont des élections qui combinent la présidence et les députés, je crois. Députés, oui. Donc, aussi, autour du président candidat, on sent un appui populaire très fort. On le comprend. Je pense que le président disait qu'à un moment, il faut toujours être situé et contextualisé. Le Rwanda a encore beaucoup de travail à faire devant lui. Il en a fait beaucoup. Et il n'y a pas d'usure. On ne sent pas d'usure comme on sent parfois dans les longues présidences. Il n'y a pas du tout d'usure parce que, comme le disait le président, il y a l'idée que plus jamais on retrouvera une situation dans laquelle le Rwanda était il y a 30 ans, et qu'il y a beaucoup à construire. Donc, on sent autour des mots d'ordre unité, démocratie, développement, quelque chose qui fonctionne avec la population. Et moi qui vais voter, moi aussi, dimanche prochain, mais là pour des élections législatives en France, je vois un peu la différence, parce que pour la première fois dans mon pays, pour des raisons, là aussi, il faut situer, contextualiser aussi la situation en France, mais une population qui a eu le sentiment que depuis des années, on gouvernait un peu contre elle, pour une partie de la population la plus aisée, et malheureusement, pour la première fois en France, c'est historique, le parti d'extrême droite qui est un parti qui, au fond, est quand même fondamentalement raciste, et qui fait la préférence nationale, pourrait arriver au pouvoir, ce qui serait un cataclysme, et pour la France et pour l'Europe. Vous voyez, 2 situations très différentes, et on voit bien que l'histoire est une histoire toujours diverse, et qu'on ne peut pas dire que, voilà, la démocratie c'est comme ça, on règle tous les problèmes. Non, ça dépend du contexte et de la situation. Oui, et Daniel, une autre question également. Il y a une image, une caricature qui était donnée à l'Afrique. Quand on parlait des élections, il y a une certaine idée toute faite là qui donnait à caractériser l'Afrique d'une telle manière, les violences, les contestations. Bien sûr. Et moi à dire là-dessus? Oui, c'est tout le contraire ici. Le côté paisible, c'est quelque chose, c'est une richesse incroyable, parce que la sécurité, la possibilité justement de défendre ses positions sans être agressé est vraiment formidable. Et là encore, je dis que le Rwanda n'est pas un modèle, mais c'est un exemple qu'on peut très bien, sur toute la planète, avoir des formes de démocratie liées à l'histoire, à la culture, qui permettent d'avoir un gouvernement
dans de bonnes conditions, oui, bien sûr. Donc une démocratie qui est adaptée aux circonstances. Voilà, c'est très important, très important. Ah oui, alors Daniel, le livre « Entendez-nous », d'abord si nous commençons par le titre, « Entendez-nous », à qui vous vous adressez? Bien sûr, les femmes, les veuves, orphelines aussi, qui avaient tout perdu, se sont déjà réunies pour s'entendre entre elles déjà. Parce qu'elles avaient besoin, elles avaient tout perdu. Elles avaient besoin d'une rencontre et que quelqu'un les écoute. Et seules celles qui avaient vécu cette situation infâme étaient en capacité de s'entendre. Et elles ont joué entre elles une espèce de... En fondant la Vega en 1995, en janvier 1995, tout de suite après le génocide, Oui. elles ont formé une espèce de communauté de santé mentale pour ne pas devenir folles déjà, pour pouvoir ensuite se faire entendre à toutes les veuves qui étaient dans tout le Rwanda. Oui. Il y en avait des dizaines de milliers. Oui. Il fallait les organiser. Et puis se faire entendre aussi, elles ont été entendues par les autorités, Oui. puisque ce sont les femmes, c'est la première fois dans l'histoire des génocides que les femmes qui étaient victimes ont été celles qui ont été actrices pour refonder la société rwandaise. Ont pris le devant. C'est elles qui ont, par l'auto-organisation, avec les soldats du FPR qui ont arrêté le génocide, Oui. je le dis ça parce que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Toujours dans l'histoire, quand il y a des massacres de masse ou même des génocides, les populations victimes restent victimes et même ça se poursuit de génération en génération. Alors là, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Oui. Et elles ont joué un rôle, elles continuent à jouer un rôle dans une société rénovée, unifiée. Et ça, c'est vraiment une particularité du génocide qu'on a voulu mettre en temps. Alors, entendez-nous, durant 30 ans, elles ont été entendues, mais si on a pris ce titre, c'est que nous pensons, les veuves et moi, nous avons écrit pour cela, Oui. qu'il est temps d'entendre au niveau international. Donc les femmes, en d'autres termes, elles ont été entendues au Rwanda, Oui. mais il ne suffit pas d'être seulement entendues au Rwanda, mais il faut aussi être entendues au niveau mondial, c'est ça? Oui, parce que 30 ans après, on s'aperçoit qu'au niveau international, la communauté internationale qui avait tant fait défaut durant le génocide n'a pas pris de nouvelles mesures. Or, ce génocide défini, parce qu'il a été au vu et au su de tous, parce qu'il a ciblé spécifiquement, c'est-à-dire dans le crime des crimes, on a été jusqu'à spécifier le crime des femmes. Oui. C'était un génocide du féminin. Et ce génocide apporte des connaissances nouvelles. Et il faut maintenant, 30 ans après, il n'est pas trop tôt pour le faire, que le droit international, que la Convention de 1948 de prévention Qui malheureusement était restée lettre morte. a été complètement annulée par ce génocide. Oui. Il y a donc de nouveaux pas à faire. Et c'est pourquoi nous disons, entendez-nous à la communauté internationale, et nous voulons créer un mouvement international, qui partirait du Rwanda, bien entendu, pour modifier cette convention, pour tirer tout ce que nous savons maintenant, qui permettrait, justement, puis on sait bien qu'on est dans une période où les massacres de masse, les génocides sont de nouveau à l'ordre du jour. Oui. Il faut donc clarifier, y compris clarifier ce qu'est un génocide par rapport aux crimes de guerre, par exemple. Il faut mettre dans cette convention des nouveaux paliers qui permettent que ne se reproduise plus jamais ce type de génocide, alors que les génocides sont devant nous. Oui. Et justement, entendez-nous, avec ce titre, on voit que vous rappelez en quelque sorte le malheur qu'ont connu les femmes au Rwanda depuis les années 59 et surtout avec les massacres de masse de grande envergure en 1963.
et là où les femmes n'avaient pas le droit de pleurer et n'ont pas du tout été entendues parce qu'il n'y avait pas d'autorité pour les entendre. Et vous faites allusion à ça également? Bien sûr, bien sûr. On sait qu'un génocide, c'est ce qui le distingue des crimes de guerre, par exemple, et qui sont tout aussi déplorables. Oui. Mais ce qui distingue un génocide, c'est qu'il se prépare très à l'avance, Oui. et qu'à tout moment, on peut l'arrêter. Et ces femmes de 63, de 59, etc., elles n'ont pas pu, justement, communiquer à la situation internationale. La communauté internationale est restée passive, alors que dès 64, par exemple, Bertrand Russell, qui était pourtant un prix Nobel, Oui. disait qu'il y avait génocide dès 64. Il l'a dit dans la presse. Oui. C'est pourquoi il nous semble qu'il faut modifier cette convention de 1948, montrer que c'est le génocide. Parce que dans la convention, il n'est pas dit, par exemple, que le génocide est un crime d'État. Or, on s'est aperçu Oui. que, évidemment, ce génocide, là aussi, il faut sortir des stéréotypes un peu eurocentrés qui disent que le génocide, c'est le génocide au village, etc. Non, c'est un génocide organisé par un État, avec tous ses moyens, et qui a ciblé, comme vous le dites, les femmes de façon spécifique, etc. Dès le début, on a dit que les femmes étaient l'ennemi principal. Oui. La femme Tutsi, dans les 10 commandements des Bahutus, Oui. était ciblée dès le début. Elles ont été ciblées durant le génocide. Elles ont dû se battre contre les viols de masse. Elles ont réussi, d'ailleurs, devant le tribunal pénal international, à faire reconnaître le viol comme crime de génocide. Crime de génocide. C'est pourquoi elles sont aujourd'hui tout à fait légitimes pour faire avancer le droit international. Et Daniel, si nous regardons, nous rentrons dans le fond du livre, si nous regardons à la page 17, oui. Là vous parlez de la naissance d'Avega et vous parlez de l'auto-organisation des femmes face aux crimes qui déchirent la continuité des générations humaines. Pouvez-vous nous en dire quelque chose? Oui, dans le fond, ce génocide, en s'attaquant, en ciblant les femmes, a été pour le genre humain quelque chose qui va jusqu'au bout de la naissance même de la violence. C'est la violence faite aux femmes dans l'histoire humaine. Oui. Et là, on s'est attaqué à ce qu'il n'y ait plus capacité aucune de naissance même. On s'est attaqué au sexe au sens le plus fort du terme. On a été voir dedans, c'est-à-dire oui. On a voulu que l'autre disparaisse vraiment. Donc et pour cela, on a été jusqu'à la femme et jusqu'à son sexe. C'était une obsession oui. Des tueurs. Donc on voit ce sentiment associé, cette extinction de la vie depuis les origines. Extinction de la vie, c'est tout à fait ça. Oui. C'est d'autant plus... on veut être entendu parce que l'extinction de la vie, c'est aussi ce qui est à l'ordre du jour de l'humanité aujourd'hui. C'est pour ça que ce livre confond aussi la nature et la culture. Oui. On essaye de montrer qu'il y a, dans le moment présent, un risque majeur pour le genre humain, mais qu'on connaît toutes les mesures possibles pour prévenir ce risque. Oui. C'est cela qu'il faut maintenant traduire absolument dans le droit international. Oui. Et puis, tout au long du livre également, vous parlez de ce courage des femmes rescapées du génocide. Si nous regardons à la page 19, par exemple, vous dites « Tu peux concevoir chez les lecteurs Humanité combien ces situations extrêmes cumulées rendent ma naissance en tant qu'association des veuves du génocide perpétré contre les Tutsis très improbable. » Oui, parce que, là, on est au summum du côté lumineux de l'humain, c'est-à-dire, même dans ces conditions qui sont les conditions les plus extrêmes, ces femmes ont eu le courage de s'associer dès les premiers jours. Les premiers jours. Elles n'avaient plus rien. L'arbre généalogique avait disparu. Oui. Elles étaient seules. Elles pouvaient devenir folles. Certaines sont devenues folles. Oui. Elles ont fait un travail immense, y compris
elles ont documenté le viol, parce que souvent on a dit que les femmes avaient du mal à parler. Non, elles ont eu le courage, de prendre ce problème en main, de faire une étude très, très précise des cas de viol, des modes de viol. On sait que ces viols étaient suivis aussi d'une infection par le sida, c'est-à-dire il y avait l'idée de l'extinction, même les génocidaires une fois battus pensaient arriver à leur fin. Voilà, donc ces femmes sont... Et puis elles ont pris autour d'elles les orphelins. C'est-à-dire toute la jeunesse là, qu'on voit monter aujourd'hui aux responsabilités dans le Rwanda, ce sont ces jeunes enfants. Elles avaient 20, 30 enfants, elles se sont occupées. Elles n'avaient rien et en même temps, elles ont permis à ces enfants de survivre, de refaire famille. Jamais on a vu ça. Ça, c'est le côté lumineux, j'allais dire, du génocide. Et ce côté lumineux, il permet de comprendre le Rwanda d'aujourd'hui. Parce que souvent on dit, voilà, le Rwanda, il est dirigé par une main de fer, etc. Non, c'est la société tout entière qui s'est mise en branle. C'est pour ça qu'on parlait qu'il n'y a pas d'usure. C'est parce qu'on est là sur des solutions endogènes de la société elle-même, qui permet, sinon on dit c'est un miracle, mais non, c'est un travail permanent où les femmes jouent un rôle majeur. Oui, vous mettez un accent sur cet élément. Ce qui s'est construit au Rwanda 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis, c'est pas du tout un miracle. Non, enfin, bien sûr, ça peut paraître miraculeux que 30 ans après, ce pays, dans beaucoup de domaines, a réussi, quoi. Il faut le dire, tout le monde le dit d'ailleurs. Tout le monde le dit d'ailleurs. Mais on dit, oui, mais il a réussi parce que... Mais non, il a réussi parce que, justement, la société elle-même, y compris en faisant un énorme travail sur la justice, enfin... jamais dans un génocide il y a eu tant de génocidaires qui ont été jugés, qui ont fait leur peine et qui ont été réinsérés dans la société et qui participent à cette société, qui ne sont pas mis de côté, qui ne sont... Voilà, c'est pour ça que ces femmes qui ont, vous voyez bien, enfin, c'était une société très patriarcale. C'est-à-dire qu'en 30 ans, ces femmes ont passé des expériences, des solutions que sur les autres continents, on a mis plusieurs siècles à aboutir. Donc ça aussi, c'est très, très particulier. Et pour terminer, Daniel, vu l'expérience, vu les témoignages de ces femmes, on peut résumer qu'il y a une leçon que ces femmes donnent au monde entier. Oui, je crois qu'elles participent à l'universel, c'est-à-dire elles participent... ce n'est pas un génocide de plus. Ce génocide apporte des connaissances nouvelles. C'est que l'Afrique peut montrer aussi qu'en surmontant tout ce qui était... guerre ethnique, etc., peut donner à l'univers tout entier, enfin au moins au genre humain, des solutions qui sont valables pour l'ensemble de l'humanité. Oui. Et c'est par ici que nous allons clôturer cette édition. Nous étions avec Daniel Escornet, avec le livre « Entendez-nous », un livre que vous avez co-rédigé avec 13 membres fondatrices de l'association Avega Agarozo, les femmes rescapées du génocide. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci. Et merci également à vous tous et tous ceux qui étaient au rendez-vous de la grande édition. Jean Damascène Manichimé, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.